Paniers à la main et sens en éveil, pour ce petit groupe, ce n'est pas une balade comme les autres. Ici, on observe, on sent et surtout l'on goûte, car sous nos pieds, la forêt recèle de trésors gustatifs. Tu frottes, puis tu sens. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la nature réserve bien des surprises. Bien joué. C'est des champignons, c'est quoi ça? Alors, c'est pas mal quand même. Parce que voilà une plante, non mais vous allez la sentir quand même, qui sent pas bon du tout quand on la ramasse, mais qui à la cuisson développe un parfum de champignon. Et je ne sais pas si vous avez connu Marc Vera de Réputation et tout, il fait un potage virtuel au cèpe qu'avec cette plante-là. Nous sommes du côté de Frébécourt dans l'ouest vosgien. Ici, Blandine Cateau connaît les bois comme sa poche. Avec sa petite société Bleuet Sauvage, depuis 10 ans, elle propose des promenades gustatives à la découverte des plantes comestibles. L'idée, c'est donc d'emmener des petits groupes à la rencontre des plantes et de cueillir ce qui est utile pour faire ensuite un goûter ou un repas ou une mise en bouche. Parce que finalement, il y a beaucoup de plantes qui sont comestibles dans la forêt. Dans la forêt, on peut rencontrer une trentaine de plantes communes, courantes, qu'on peut ramasser quasiment pendant 6 mois de l'année. Et pierre des bois, plantain, alière ou origan sauvage, à chaque pas, les promeneurs découvrent de nouvelles saveurs, plus ou moins appréciées. T'étais le goûteur officiel, j'ai l'impression. Ouais, je goûte un peu tout. Alors il y a du bon, du mauvais. Ah oui, il y en a des bonnes, ouais. Il y en a une, c'est un goût de concombre. Mais il y en a d'autres, c'est pas bon. Une manière aussi de se reconnecter à son environnement et de redécouvrir la forêt sous un œil plus avisé. C'est intéressant parce qu'on apprend des plantes qu'auparavant on faisait pas. On marche dessus, quoi. On a quand même perdu pas mal de repères sur tout ce qui est nature, donc je pense que c'est très important de s'y remettre un petit peu. Vous le referez de votre côté? Ah oui, je le referai. Donc moi, je suis une grosse marcheuse, donc je vais porter mon regard sur tout ce que je vois quand je marche. Cueillir, c'est une chose, mais déguster en est une autre. Direction les cuisines maintenant pour la transformation des plantes. Il faut d'abord bien les trier, puis les hacher, avant de concocter l'une des nombreuses recettes élaborées tout spécialement par Blandine. Et ça, c'est parti à la cuisson. Gâteau au chocolat et lierre terrestre, cookies aux orties ou encore sablés à l'égopode, de quoi surprendre les papilles, et pourtant. Je pense qu'on revient à nos origines en faisant ça. Je pense que c'est pas si vieux que les grands-mères faisaient la soupe à l'ortie. Au repas du soir, quoi. On a eu tendance à les oublier un peu, toutes ces herbes. On a fait tendance à les oublier parce qu'on nous a poussés dans les grandes surfaces et dans le tout fait et dans le rapide. Là, il faut un peu plus de temps, il faut se donner un petit peu plus de travail, quoi. Mais à la dégustation, il semblerait que le travail est payé. Je trouve ça très bon. Et il y a des choses qui sont meilleures que les autres quand même, que j'apprécie. C'est des goûts qu'on n'a pas et des odeurs qu'on n'a pas l'habitude d'avoir dans la bouche. Des choses qu'on trouve dans les jardins, dans le bois. Ah oui. Hein. Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas. Un concept à découvrir donc à la journée ou à la demi-journée. Bleuet Sauvage propose en moyenne 2 ateliers par semaine, du mois d'avril jusqu'à fin septembre. Qu'est-ce qui vous amène? Je me suis coupée avec un cutter. La coupure au cutter de Sarah est fort heureusement imaginaire. Comme elle, la trentaine de patients du jour sont étudiants en 2e année de médecine. Tous participent à une simulation et c'est une première. Pour une fois, les soignants sont de l'autre côté de la blouse. Je suis patient de 78 ans avec une jambe cassée. J'ai attendu longtemps dans l'ambulance et j'ai attendu longtemps dans la salle d'attente et j'attends longtemps, mais lorsqu'il y a des patients plus graves, on va les prendre en urgence, ce qui est logique, mais ça peut mener au délaissement des autres patients. Alors aujourd'hui, je suis une femme de 55 ans qui s'est fait piquer par une guêpe. Le docteur était au téléphone en même temps qui me prenait en charge, donc on a l'impression d'être pas trop... que les choses peuvent être peut-être faites un peu trop rapidement ou la personne est concentrée à 2 choses en même temps. Les étudiants sont pris en charge par des professionnels bénévoles à la protection civile. Tous les scénarios ont été mis en place en fonction du vécu et de l'expérience du personnel soignant. Le trait d'être un petit peu rapide, de bousculer un petit peu les gens, de couper la parole aux personnes, de pouvoir parler de carrément autre chose, de la soirée barbecue qui est prévue avec les collègues. La beauté de notre métier, justement, c'est travailler avec l'humain,
tout en étant humains nous-mêmes. Donc on a nos failles, nos faiblesses, et puis c'est savoir justement en être conscient et pouvoir justement travailler dessus pour pouvoir justement prendre en charge cet humain dans sa globalité au moment où il est le plus vulnérable. Mettre en avant l'humain, ne pas réduire le patient à ses données, son cas, voilà donc le but de l'enseignement. En 3 jours, 330 étudiants ont participé à cette simulation. Être médecin sans avoir jamais été patient, eh bien ma foi, c'est pas si simple que ça parce qu'on n'a pas l'expérience personnelle. Donc là, ils ont au moins une expérience minimale de cette position, sans avoir forcément, heureusement pour eux aussi, les douleurs, la fatigue, etc. Mais ils peuvent comprendre plusieurs choses, c'est-à-dire déjà l'anxiété liée au fait d'être malade, après les difficultés d'un malade, c'est-à-dire l'attente, etc. Ça, ils vont en faire l'expérience personnellement. Après un bilan à chaud de cette expérience, un nouveau débriefing sera fait dans plusieurs semaines. À l'avenir, ce type de simulation pourrait bien devenir une manière d'apprendre à part entière. Cécile Dindar a revêtu l'uniforme de préfète de l'Aube pour la première fois ce matin. Après de hautes études, cette fille de fonctionnaire s'est engagée dans les services publics auprès du ministère de la Santé en tant que directrice d'hôpital à La Réunion, puis au sein de plusieurs préfectures, la dernière étant celle du Rhône. Je me suis engagée à servir l'État, ça fait déjà plus de 15 ans. Le service de l'intérêt général, c'est ce à quoi je me suis engagée. Aujourd'hui, c'est une étape effectivement nouvelle, très importante, c'est un honneur, donc j'en suis très heureuse. Mes principes, c'est beaucoup d'écoute. Mon rôle, c'est aussi de décider. C'est un métier, pour moi, qui est un métier de terrain. C'est pour ça que j'aime ce métier, c'est pour rencontrer des gens. Et ça me tient à cœur. Originaire de la région parisienne, Cécile Dindar connaissait déjà le département. Elle a pu d'ores et déjà échanger avec ses services sur les dossiers majeurs pour son développement à long terme. L'électrification de la ligne ferroviaire Paris 3, la requalification du site de Clairvaux, le projet de réserve nationale de la Seine champenoise, la mise à grand gabarit du canal de la Seine, sans oublier les projets du quotidien, de l'emploi, l'aide aux plus vulnérables, le développement économique, l'accompagnement des projets agricoles, la sécurité, plus largement la cohésion de notre territoire. Cécile Dindar souhaite maintenir la proximité historique des services de l'État, malgré la numérisation pour l'obtention des titres administratifs. Il s'adapte aussi à l'évolution de la société et à l'évolution des attentes de nos concitoyens qui, dans leur grande majorité, je crois, sont satisfaits de pouvoir faire leur démarche sans avoir à poser une demi-journée de congé pour aller en préfecture. Mais il y a ce vrai sujet de l'accessibilité et du côté humain des services publics de proximité. C'est le sens des espaces France Service. Il y a une bonne dynamique de ce côté-là. Les mairies, bien entendu, ont un rôle essentiel à jouer et c'est bien vers le maire et vers les services de la mairie que nos concitoyens se tournent lorsqu'ils ont une question. Donc en tout cas, je veillerai à ce que les mairies, les maires aient les moyens d'exercer ces missions et de répondre aux questions de nos concitoyens. La préfète ambitionne de prendre les rênes du département le plus rapidement possible. Elle déclare vouloir faire le maximum pour participer à son développement, malgré la durée moyenne de 3 ans de ce type de mission. Le temps d'une journée, ce hangar agricole s'est transformé en une véritable fourmilière. Plus d'une centaine de bénévoles s'affairent à désépiner, trier et emballer les quelques 22 000 roses prévues pour l'opération Une rose un espoir. Et malgré ces 24 printemps, l'événement mobilise toujours autant. Ce qu'on voit, c'est qu'on a des nouveaux qui arrivent, des anciens qui partent, qui reviennent une année après, mais on a beaucoup de nouveaux qui sont inscrits là. Si l'engouement perdure à ce point, c'est parce que les roses sont devenues plus qu'une tradition. Les bénévoles y ont trouvé une véritable famille. J'ai fait 10 ans sur les motos à vendre les roses et maintenant j'emballe, je suis en second plan mais je travaille toujours autant. Et une fois qu'on est dans le bain, on ne peut plus faire marche en arrière, c'est pas possible. Ce qui me plaît, c'est le partage et puis que tout le monde est motivé pour une bonne cause. Une fidélité qui s'explique aussi par les actions concrètes que permet cette opération solidaire. Marie a été touchée par le cancer à 4 reprises et pour elle, les roses représentent véritablement un espoir pour les malades. Ça m'a permis d'avoir accès à des soins de support gratuitement. C'est très important lorsqu'on est malade, en fait, de pouvoir avoir accès à ces soins-là parce que ça coûte très cher.
et qu'il y a beaucoup de personnes malheureusement qui ne peuvent pas se les payer. Donc pour moi les roses c'est vraiment c'est un espoir pour tout le monde. Une solidarité dont est fière la maire de Coin-sur-Seille, le village où tout a commencé. C'est une fierté parce que on est vraiment un petit village et 352 habitants. Et quand on voit tous les bénévoles, les gens qui se mobilisent tout le temps, tous les ans, et même ça rajeunit on va dire. Et franchement ça engendre une mobilisation formidable, quoi. Voilà, c'est ça. Et pour Bernard Braun, le fondateur d'Une Rose un Espoir, l'émotion est toujours aussi vive, même 25 ans après la création de l'événement. Moi, ça m'émeut toujours. Pourtant, je devrais être blasé, rodé, mais moi, le matin, quand je démarre ma moto, j'ai les larmes aux yeux pratiquement, parce que je me dis, mon Dieu, c'est quand même des gens extraordinaires. Et je pense que sans les roses, il m'aurait manqué quelque chose, parce que je vis des émotions, des moments avec tous ces gens-là. Ils ont un cœur qui est gros comme ça, quoi. Ils ont même pas assez de place dans la poitrine. Et comme il le dit si bien, si vous voulez respirer le parfum du bonheur, faites Une Rose un Espoir et vous verrez par vous-même. Il suffit de quelques tours de clé plate pour en desserrer le frein et remettre ses pales en mouvement sur le canal d'Amenet d'une ancienne usine textile d'Éloie, alimentée donc par la Moselle. Alain Saint-Dizier peaufine son hydrolienne. Passionné de mécanique, cet autodidacte installé à Vagney où il tient un magasin de motoculture, s'est lancé dans l'aventure de l'énergie un peu par hasard, initialement pour oxygéner les cours d'eau. Au départ, on partait pour envoyer des bulles d'air dans l'eau. Et après, on s'est dit qu'on n'arriverait jamais à rentabiliser ce principe. Donc, on a apporté une génératrice pour pouvoir créer de l'énergie et améliorer les cours d'eau. Cette hydrolienne produit de 40 à 60 kWh, soit la consommation quotidienne de 10 à 20 foyers. Une microproduction donc peut-être, mais une unité facile à installer et sans aucun impact ni sur la faune ni sur la flore. Il me faut 60 cm minimum de hauteur d'eau sur un courant de 1 mètre seconde. 1 mètre seconde, c'est la vitesse moyenne des cours d'eau vosgiens. L'autre avantage de cette hydrolienne d'une dizaine de tonnes, c'est son installation rapide à l'aide d'une grue en 3 heures seulement. Quant au principe de production d'électricité, s'il est simple en apparence, sa mise en pratique est beaucoup plus complexe. Pour faire tourner la génératrice, il s'agit de passer de 6 tours minutes à 400. Le secret est dans les boîtiers de transformation de mouvement poussé en mouvement rotatif. Mais j'en dirai pas plus. Un secret donc bien gardé, 2 multiplicateurs dissimulés sous cette bâche que nous n'avons pas été autorisés à filmer. L'ensemble est d'ailleurs sous vidéosurveillance car de multiples études sont toujours en cours. Un second prototype va être construit dans les prochaines semaines avec des améliorations du procédé, de l'amélioration du design également. Et l'idée, c'est d'une commercialisation d'ici la fin de l'année. Le projet a déjà coûté 400 000 € à ses concepteurs, une innovation soutenue par Voginov, le bras armé de la communauté d'agglomération d'Épinal en matière de développement économique. L'idée est bien de construire une ligne d'assemblage sur notre département. Objectif, en produire une dizaine l'année prochaine.